le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Grimaud. Depuis plus de 10 ans, Elisabeth est docteure en psychologie, linguiste et micronutritionniste, mène un travail de recherche appliqué centré sur le fonctionnement optimal du cerveau avec une approche intégrative. Secrétaire générale de l'Association française de psychologie positive, présidente de la Société française de micronutrition intégrative, elle cherche à rendre accessibles les dernières découvertes sur l'axe intestin-cerveau, un acteur majeur de la santé mentale. Son parcours lui a fait découvrir combien le plaisir de vivre est important pour notre cerveau et qu'il a le pouvoir de transformer nos vies. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, j'ai passé une belle matinée, je suis très content parce que d'ailleurs, je vais vous montrer les images. Là, on vient de lancer un nouvel événement qui s'appelle le week-end C'est quoi le bonheur pour vous? Un week-end immersif qui va se tenir du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile. C'est à 40 minutes de Montpellier. Je vais vous montrer quelques photos du hameau. C'est magnifique. On est sur un site de 20 hectares en pleine nature. Vous voyez à l'image, on est entouré de forêts. Il y a une très belle piscine. On peut tous, du coup, rester dormir sur place. Et c'est réservé uniquement à 148 personnes, précisément, pas plus. Alors, ils peuvent accueillir 200 personnes, mais là, en l'occurrence, ils ont 148 places de disponibles pour le logement. Et donc, vous allez voir, ça va être vraiment très, très sympa. Là, je peux vous montrer à quoi ressemblent les chambres. Ça, c'est la salle dans laquelle vont avoir lieu les ateliers. Ça, c'est la piscine. Et puis, il y a une autre salle aussi qui se présente comme ça. Donc, ouais, ça va vraiment être très, très sympa. 2 au 4 août, évidemment, je ne serai pas seul. Je serai avec David Tan, Alexandre Antonenko. Et donc, moi, pendant ces 2 jours, on va vous accompagner avec une idée motrice qui tourne autour de mon livre. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Corps, cœur, esprit. Et donc, 6 ateliers le samedi et le dimanche. Ça va être vraiment un moment magique. Je vous laisse imaginer 148 personnes dans un lieu en pleine nature, autour du bien-être et de la connaissance de soi et du bonheur. Ça va être très, très puissant. Donc, je suis très content. Et donc là, on avance bien. On vient tout juste de communiquer, c'est pas plus tard qu'avant-hier, sur l'événement. Et vous êtes déjà en train de vous inscrire. Si vous souhaitez participer, il faut aller sur le site c'estquoilebonheur.fr, tout simplement. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Elisabeth. Bonjour Julien, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va bien, je te remercie. Oui, et toi? Ouais, très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, tu es venu au premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous qu'on a organisé à Arcachon avec une très belle conférence. On a passé un super moment. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous, parce que tu pourrais nous donner de ton impression, mais moi, le sentiment que j'ai d'événement en événement, c'est qu'on est dans une bulle, tu sais, pendant 2 jours avec des gens hyper bienveillants et ça fait beaucoup de bien, en fait, humainement, tout simplement. Oui, il se passe quelque chose dans ces moments-là et le fait de se voir, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus connecté et là, le fait de se rencontrer, d'être ensemble avec cette bienveillance et cet univers fait beaucoup de bien. Mais oui. Elisabeth, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es. Je te laisse la parole. Ah, merci, bonjour. Alors, je m'appelle Elisabeth Grimaud et donc je suis docteure en psychologie avec un parcours un peu atypique. J'ai commencé par être éducateur sportif et puis ensuite j'ai fait un BTS diététique. Après, je suis allée vers les sciences du langage où j'ai étudié jusqu'en recherche, j'ai fait un master recherche pour bifurquer ensuite
vers la psychologie et notamment la psychologie cognitive pour mieux comprendre les processus cognitifs. Le langage, ça m'avait permis de comprendre ce qu'il y avait derrière les mots. Et là, je suis allée chercher ce qu'il y avait dans les processus cognitifs. Et puis après, eh bien, je suis revenue à l'alimentation et j'ai fait 2 DU en micronutrition pour mieux comprendre la communication, notamment communication entre l'intestin et le cerveau. On sait qu'elle est importante et je pense qu'elle prendra de plus en plus de place. Et globalement, en fait, mon travail, c'est de travailler sur les facteurs de réserve cognitive, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de pouvoir avoir un fonctionnement optimal du cerveau et notamment lors de l'avancée en âge. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça se construit depuis dès le début de la vie. Pendant la grossesse, il se passe des choses. À la naissance, les 1000 premiers jours sont vraiment importants, très importants pour le développement de l'enfant. Toute la vie est importante et aussi même de façon tardive. Voilà. Donc globalement, je suis sur une santé mentale positive avec un focus sur les mécanismes du cerveau. Oui, alors en plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais très souvent on dit que le cerveau, ça serait probablement notre premier cerveau. Enfin, l'intestin, ce serait probablement notre premier cerveau. Est-ce que c'est... ouais. Oui, alors on a beaucoup dit que c'était le deuxième cerveau parce qu'on a découvert qu'il y avait une quantité de neurones dans l'intestin, notamment au niveau de la paroi de l'intestin. Alors, je me suis posé la question, effectivement, de se dire est-ce qu'on a affaire à un premier cerveau ou à un deuxième cerveau? Parce qu'on a découvert aussi, la science a découvert que 80% de la communication qui passait par le nerf vagal entre le cerveau et l'intestin allait dans le sens de l'intestin vers le cerveau. C'est ce qui amène parfois à penser que l'intestin peut être le premier cerveau. Je pense que le cerveau reste le cerveau, l'intestin et les intestins sont les intestins et que le cerveau est davantage un récepteur incroyable de tout ce qui peut se passer et de toutes les informations qui communiquent jusqu'à lui, y compris celles de l'intestin. Aujourd'hui, on fait un focus sur celle de l'intestin, mais il y en a tout un tas d'autres. Et donc, je partirais quand même pour dire que le cerveau reste le cerveau, que c'est un organe de commande important, mais c'est un organe de commande vraiment en lien avec les informations qu'il reçoit, et notamment celles qu'il reçoit de l'intestin. Ouais, donc d'où quelque part la nécessité, j'ai envie de dire, d'avoir une alimentation du mieux qu'on peut saine, en tout cas équilibrée, et qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité pour que les informations qui remontent au cerveau soient plutôt bonnes, quoi, quelque part. Ah ben c'est ça. Alors les liens entre l'alimentation et la santé mentale, c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus étudié par la recherche et avec cette relation justement qui est décrite entre l'intestin et le cerveau qui met en évidence comment le système digestif et notamment les bactéries du système digestif communiquent avec le cerveau, influencent le cerveau mais aussi réciproquement. Et donc c'est vraiment une communication qui va dans les deux sens. Ouais, mais alors là, on nous a pas appris à bien manger. Ça fait pas du tout partie de notre projet, du grand projet sociétal, quoi. On sait pas réellement bien manger. Moi, j'ai toujours, tu sais, en tête cette citation d'Hippocrate très connue, c'est qui dit que ton aliment soit ton premier médicament. Mais en réalité, on nous a jamais appris à bien manger. Comment on fait pour s'éduquer justement pour savoir qu'est-ce qui est bon réellement pour nous? Ouais, alors on a oublié, parce que comme tu le dis, Hippocrate le disait, que ton aliment soit ton premier médicament. Qu'est-ce qu'on fait? On a une alimentation qui est diversifiée et on fait à manger. Le grand message quand même, c'est faire à manger le plus soi-même possible, le moins transformé possible et le plus naturel possible, le plus vivant possible. Parce que là encore, l'environnement a évolué beaucoup plus que notre mode de fonctionnement interne a évolué et on vit dans un monde qui n'est pas adapté à notre mode de fonctionnement interne. Et c'est peut-être là où il faut faire attention et rester vigilant et être à l'écoute des signaux que peut nous envoyer le corps. Oui, bah, ça me fait penser à un très bon livre d'ailleurs, peut-être que tu connais, de Louise Bourbeau, tu sais, Écoute ton corps. Oui. Ouais, que je trouve génial. Moi, je le recommande à tout le monde parce que justement, c'est une bonne transition. Je trouve tu sais, on est de mon observation, j'ai vraiment le sentiment que 80% de la population est complètement déconnectée de son corps. Un peu comme si on était des cerveaux sur pattes, tu sais. Donc, tout se passe là, mais alors il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de connexion avec le corps. Et donc, du coup, pour moi, l'idéal, c'est justement de retrouver cette connexion avec le corps. Est-ce que ça peut passer par l'alimentation?
Ça peut passer par l'alimentation. Alors c'est vrai que cette déconnexion entre le corps et l'esprit est un peu liée à ces fameux penseurs, les grands philosophes et notamment Descartes, qui a prôné justement la puissance de la raison. Mais c'est vrai quand on regarde même sur le plan émotionnel, nos émotions, encore une fois, le cerveau n'est qu'un récepteur et les émotions sont vécues physiquement, vont être perçues par le cerveau, mais elles sont bien vécues d'abord physiquement. Et ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Alors l'alimentation, oui, on devrait davantage faire attention à l'alimentation et davantage faire attention à l'impact de l'alimentation sur nos émotions. Et quand on apprend un petit peu aux gens à le faire, ils savent le faire, ils apprennent à le faire et donc ils modifient assez spontanément leurs habitudes alimentaires, même si il peut y avoir quand même des habitudes que l'on a prises qui peuvent avoir une grosse incidence et puis aussi des goûts notamment la problématique du sucre qui est un vrai point à explorer. Ouais, alors moi j'ai entendu à de nombreuses reprises, alors tu sais, moi je m'intéresse à tout ça depuis de nombreuses années, et j'ai entendu de nombreuses reprises, que paraît-il qu'il faudrait 7 ans au minimum pour quelqu'un qui est très motivé pour changer son alimentation. Je pense pas. Alors j'ai pas de chiffres à l'appui, j'ai même pas d'études scientifiques qui pourraient être en lien avec ça. Mais non, parce que non, je vois des gens qui modifient leur alimentation de façon beaucoup plus rapide. C'est sûr que trop de changements à la fois, ça peut être problématique. Et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable parce que ça peut être aussi inconfortable sur le plan digestif. Je prends juste un exemple, mais quand on va passer de farine raffinée à farine nettement moins raffinée, eh bien, on peut avoir aussi des modifications digestives qui peuvent être un petit peu inconfortables. Donc, on peut y aller tranquillement. Il vaut mieux y aller étape par étape, un pas à la fois. Et c'est possible, vraiment, c'est possible. Et surtout, on voit des modifications quand on change son alimentation. Et ça, c'est un vrai plus. Des modifications à quel niveau? Tu veux dire au niveau de notre façon de penser ouais. Alors, au niveau de l'énergie, au niveau du dynamisme, au niveau de la satiété, au niveau du sommeil, au niveau même de la concentration et de l'attention, il y a tout un tas de bénéfices. Ouais. Ah oui, c'est clair. Alors, ouais. pareil, en fait, on a tendance, tu sais, je trouve que c'est encore un peu à la mode, tu sais, il y a des programmes de diététiciens, tu as des programmes pour mincir, des programmes pour maigrir, tout, etc. Moi, je ne suis pas du tout fan de cette idée parce que je pars du principe que en fait, on est tous différents dans notre façon d'assimiler justement les aliments. Et donc, c'est vraiment à chacun d'entre nous de se positionner comme un chercheur et de trouver réellement quels sont les aliments qui sont bons pour nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur l'idée, tu vois, qu'on est quand même tous différents globalement? Oui. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu une formation diététicienne, donc un BTS diététique. J'ai fait la totalité de la formation et j'ai pas voulu être diététicienne. J'étais assez à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que ce que l'on m'apprenait, mais c'était dans les années un petit peu avant les années 2000, donc ça datait un peu. Et heureusement, le programme a changé. Mais ce qu'on nous apprenait à l'école à ce moment-là était très très quantitatif et j'avais une dimension vraiment, j'avais le souhait d'avoir une dimension qualitative. D'ailleurs, c'est exactement ce vers quoi je vais de plus en plus, puisque je fais de la recherche en tant que docteur en psychologie, mais la recherche que je fais n'est pas une recherche avec des questionnaires de la quantité, c'est de la recherche qualitative où on va explorer le vécu des gens. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement théorique du terrain, c'est-à-dire de ce que vivent réellement les gens. Et en ça, la linguistique aide énormément. Et donc, l'alimentation, on peut aussi l'explorer d'un point de vue du vécu, d'un point de vue de l'expérience, davantage que d'un point de vue quantitatif. Et oui, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, on voit bien, certains aliments sont recommandés, mais on peut mal les supporter. Et donc, il est important de pouvoir être à l'écoute de son vécu et puis y aller petit à petit. Alors, quand je dis ça, derrière, il y a des explications qui sont des explications scientifiques, mais être à l'écoute des personnes, être à l'écoute des gens, c'est extrêmement important. Mais bien sûr. Mais c'est pour moi, c'est... Oui, et c'est ce qui devient, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, compliqué pour beaucoup d'entre nous, c'est justement de prendre le temps de s'écouter, tu sais, de faire un petit pas en arrière, là, dans
cette activité où tout va très vite dans nos journées et de prendre du temps réellement pour nous et s'écouter, écouter son corps et savoir vraiment, donc, du coup, qu'est-ce qui est bon pour nous, quoi. Ouais. Ça devient… Ouais. Alors, une façon de s'écouter serait peut-être déjà de manger en ne faisant que manger et pas manger en faisant autre chose. Ça fait On est aussi d'accord. partie des petites modifications qui font vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir des sources d'informations qui arrivent en permanence que même on en a l'habitude, ce qui fait que manger, on a encore besoin d'avoir ces sources d'informations qui continuent d'arriver et on finit par ne plus être pleinement à son activité de repas, mais à être pris à autre chose. Or, l'organisme a vraiment besoin de tous nos sens pour pouvoir avoir une sensation de satiété complète, donc y compris la vue, y compris l'ouïe, y compris l'attention que l'on va vraiment porter à ce que l'on sent, ce que l'on goûte et ce que l'on peut toucher aussi. Mais complètement, mais je suis vraiment d'accord et j'aime bien aussi, alors moi j'adore cuisiner et j'aime bien Mmh. aussi de faire en sorte que mes plats, tu sais, soient colorés. Parce que pareil, j'étais Ouais. tombé, ouais, on est d'accord, j'étais tombé, tu sais, sur des études qui montraient aussi que c'était extrêmement positif avant de manger, tu sais, de voir cette assiette colorée. Ça nous mettait encore plus en appétit, en fait, quelque part, quoi. Oui, c'est ça et en plus, ça a beaucoup de vertus parce que la couleur dans les aliments et notamment dans les légumes, et dans les fruits, permet d'apporter des phytonutriments, enfin des polyphénols qui sont des antioxydants, tout un tas de polyphénols différents et ces polyphénols sont associés à la couleur et on va avoir le lycopène, par exemple, qui est principalement dans les fruits et les légumes rouges et donc ça, en été, en général, on fait le plein de cette molécule-là, par exemple. Et donc, effectivement, avoir une assiette colorée permet de pouvoir apporter à l'organisme aussi tout un tas de micronutriments et en plus d'égayer l'assiette et donc d'apporter par les sens, d'autres sens, quelque chose de sympa aussi. Oui, puis alors, je reviens sur ce que tu disais, tu sais, de manger, d'être vraiment pleinement en train de manger et pas en faisant autre chose. J'ai remarqué ça aussi il y a de nombreuses années. Donc, moi, j'essaie du mieux que je peux justement de faire ça parce que, par exemple, quand tu es avec quelqu'un, bon, c'est assez compliqué quand même de manger en silence. Moi, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que tu as envie de te raconter des trucs, quoi. Tu as envie de bavarder, quoi. Oui, alors je trouve que la fonction de partage de l'alimentation, elle est souhaitable. Ce qui est moins souhaitable, c'est le fait de regarder la télé, de regarder son téléphone, d'écouter peut-être même autre chose pendant ce temps-là. Alors que le repas, même d'ailleurs, est un temps de partage et je trouve que c'est plutôt souhaitable. Alors, il peut être intéressant d'avoir des temps où on va vraiment être en posture méditative face à l'alimentation, mais j'aime bien aussi la convivialité des repas et je pense elle est souhaitable aussi dans un monde où on est de plus en plus déconnecté des autres. Oui, très Les clairement. gens, tu as dû le voir, peuvent être l'un à côté de l'autre à s'envoyer des SMS, Ah ne bah, pas se parler. c'est clair. Ah, mais moi, ça m'arrive aussi, hein. Oui, Et oui, alors, oui, ça m'arrive aussi, oui. bah ouais. Et puis alors, autre chose qui me vient à l'esprit, c'est tu parlais, tu sais, d'éviter qu'il y ait la télévision ou je sais pas, ton téléphone, etc. Et j'avais pareil, j'étais tombé sur des bouquins à l'époque et en tout cas, je suis vraiment d'accord avec ça. Imaginons, tu regardes la télé et que tu es en train de regarder, par exemple, le journal télévisé, qui est quand même très souvent anxiogène, déprimant et un peu stressant. Et ben, en mangeant en même temps, quelque part, tu manges aussi du stress et du côté un peu anxiogène. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Oui, alors sur le plan biologique, c'est davantage les neurotransmetteurs du stress qui vont faire leur arrivée et qui vont modifier le bon fonctionnement de la digestion. Normalement, la digestion se fait de telle manière à ce qu'au niveau des intestins, on puisse avoir une bonne absorption et ensuite une diffusion des nutriments au corps pour que le corps puisse fonctionner. Et quand on a du stress, alors les choses se passent moins bien, ce qui fait qu'ensuite on va avoir une moins bonne digestion au niveau intestinal et une moins bonne absorption. Et donc effectivement, il faut éviter de s'engueuler à table, Oui. ça c'est un point, d'avoir des informations à table, c'est un autre point, et puis même au-delà de ça, en dehors si on prend aussi une mauvaise nouvelle que l'on pourrait avoir un petit peu avant le repas, eh bien ça va aussi générer une forme de sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac et ensuite, eh bien l'estomac aura moins d'acide chlorhydrique pour pouvoir digérer, ce qui fait qu'on va moins bien digérer derrière. Donc, je me souviens d'un de mes profs en micronutrition qui nous disait si on s'est engueulé ou s'il y a eu un phénomène stressant avant le repas ou pendant le repas, on ne mange pas de protéines, on évite la viande, on évite les choses qui risquent d'être problématiques à digérer parce qu'on va mal les digérer.
Waouh! Bah, justement, ouais, donc ça rejoint bien ce que je disais et toujours pour aller dans ce sens-là, puisqu'on parle d'alimentation, je trouve qu'aussi on oublie que, l'information qu'on choisit ou parfois qu'on ne choisit pas est aussi une forme d'alimentation. C'est-à-dire, Oui. savoir se nourrir, tu sais, d'alimentation enfin d'informations positives, c'est aussi, ça devrait faire partie un peu, tu sais, de tout ce qu'on pourrait nous apprendre dans l'école de la vie, quoi, quelque part, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et ça passe notamment par cette. Tout à l'heure, je parlais de communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a des informations, donc les bactéries parlent à notre cerveau, mais notre cerveau va envoyer des informations aussi à l'intestin. Et donc, si on capte des éléments qui vont être des éléments sources de stress, alors le cerveau enverra une information de stress à l'intestin qui va euh, créer un dysfonctionnement, ce qu'on appelle une dysbiose. La dysbiose, c'est un mauvais équilibre des bactéries de l'intestin et ce mauvais équilibre, eh bien, aura une incidence sur notre santé en général et aussi sur notre mental. Donc, on voit vraiment que ça va dans les deux sens et ce qu'on perçoit de l'extérieur, il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est vraiment un grand récepteur. Ce qu'on perçoit de l'extérieur va avoir une incidence sur notre fonctionnement. Donc Mais oui, tellement on se nourrit pas par les aliments, mais on va se nourrir par d'autres sens, oui. exactement, oui, c'est ça, par les autres sens, tout à fait. Et ça me paraît aussi très important et même notamment, tu sais, donc ça, c'était le côté un peu les informations, on va dire le mainstream, mais il y a aussi, je pense qu'on a tous connu ça dans nos vies respectives, des amis, des connaissances, tu sais, qui ont toujours des discours très négatifs, qui ont toujours Oui. une perception et un regard très négatif sur la vie et s'ils font partie encore de ton entourage, bah, je pense que ça a aussi une incidence justement, tu viens de le dire de manière très juste, bah, c'est une incidence aussi sur, bah, ce qu'on va manger après plus tard, sur notre façon de digérer, etc. Donc, c'est aussi quelque part un peu de notre responsabilité citoyenne, j'ai envie de dire, d'essayer du mieux que son peut de s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, quoi, quelque part, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Alors, bon, le pessimisme, alors certaines formes de pessimisme peuvent être intéressants, surtout quand il s'agit de pouvoir observer les obstacles que l'on va rencontrer de telle manière à pouvoir mieux les dépasser, les contourner. Mais effectivement, certaines personnes peuvent être bloquées dans un mode de fonctionnement pessimiste et auquel cas, alors pour soi, il est bon de se protéger et d'adopter soi-même un mode de fonctionnement plus résilient. J'aime pas trop positif, mais plus résilient. Ouais. Et puis c'est sûr que s'entourer de personnes qui nous nourrissent positivement, ça c'est important, ouais. Ben oui, c'est ça, ouais. Et puis alors, il y a autre chose aussi que j'ai pu, constater, c'est qu'on est très conditionnés quand même dans nos sociétés respectives et notamment, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on n'est pas à l'écoute, une fois de plus, de notre corps, mais notamment, tu sais, de cette logique naturelle et je parle notamment des heures à lesquelles on mange. C'est-à-dire Mmh. que globalement, on mange tous à peu près aux mêmes horaires parce que en fait, dans l'inconscient collectif, tu vois, c'est un peu comme ça, quoi, en gros. Et on n'écoute plus si on a vraiment faim ou pas, et donc on ne mange plus au moment où vraiment, tu vois, on aurait envie de manger. Moi, depuis que je fais ça, donc ça fait très très longtemps, et c'est assez évolutif, mais là, on va dire, allez, c'est peut-être 5, 6, 7 dernières années, je sens en fait qu'il ne faut pas que je mange à midi. Donc je ne Mmh. mange pas à midi, ou si je mange à midi, par exemple, là tout à l'heure, j'ai mangé une toute petite salade, tu vois, quelque chose de très léger. Parce que j'ai vu que sur mon organisme, bah, ça allait peut-être me fatiguer au niveau de la digestion. Et après, j'aime pas trop l'état, tu vois, quand tu es en mode de digestion. Enfin, voilà. Et donc, j'ai remarqué que chacun mangeait vraiment aux mêmes horaires et ne s'écoutait plus. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi de ton côté? Alors, oui, écouter les signaux du corps qui nous amènent à avoir envie de manger, c'est plutôt une bonne chose. Attention, certains signaux peuvent être problématiques, mais c'est vrai que le fait d'avoir un horaire, alors quand même le corps aime la régularité. Donc, si tu as pris l'habitude d'avoir une certaine régularité, probablement ton corps te dit merci, puisque lui sait qu'à telle heure tu vas ou bien pas manger ou bien manger quelque chose. Parce que les études peuvent parfois se contredire quand on. Moi, j'aime bien quand même regarder les études et puis après, j'écoute aussi mon intuition. Mais entre l'intuition et les études, il y a quand même un bon fonctionnement et je trouve que ça peut être sympa d'avoir les deux. Ouais. Et alors, aujourd'hui, ce qui est montré, c'est qu'avoir une alimentation qui est plutôt concentrée sur le début de la journée
Et un peu comme, si on reprend le proverbe avec déjeuner de roi, petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de mendiant, eh bien, on a un mode de fonctionnement qui pourrait être assez satisfaisant sur le plan des besoins biologiques. Maintenant, sur le plan des besoins psychologiques, est-ce que c'est la même chose? Peut-être pas, parce que peut-être que le midi, tu te trouves tout seul et que le soir, eh bien, tu retrouves ta famille, auquel cas il est intéressant de partager un moment autour du repas ensemble. Il y a différentes composantes qu'il faut savoir prendre en compte pour trouver son propre rythme. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que son propre rythme, c'est probablement celui qui compte le plus. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors moi, je suis plutôt content parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple, qui ont compris ça et donc ils laissent leurs salariés manger quand ils ont envie de manger et pas imposer, tu sais, par exemple, de midi à 13h30. Donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne démarche parce que du coup, ça remet du sens, tu sais. On a une logique, notre corps humain a une vraie logique et donc ça serait bien justement qu'on l'écoute, tu sais. Et ça, pour moi, ça s'apprend d'ailleurs. C'est un vrai lien avec l'éducation là qui me vient à l'esprit. Je rêve et donc je mets beaucoup d'énergie ces 10 dernières années pour que justement le savoir-être et la connaissance de soi, tu sais, arrivent le plus tôt possible en fait dans notre parcours de vie et que ça arrive dès notre enfance, qu'on puisse nous expliquer. Par exemple, là, on parle d'alimentation, mais tellement d'autres choses, quoi. Je sais que toi, tu es prof aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Alors, j'enseigne à la fac, je suis chargée d'enseignement en développement cognitif pour les psychologues, les futurs psychologues. Et on parle de plus en plus d'alimentation, y compris pour le développement cognitif. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau. Là, il y a un changement de baquette. Donc là, je vais voir avec mon collègue, puisqu'on va essayer d'uniformiser. Et j'aimerais bien qu'il puisse y avoir ces notions-là qui arrivent. Alors moi, je demande du travail aux étudiants pour leur permettre d'explorer les informations cognitives au regard de la vie en général, mais c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Et ouais, c'est ça. Alors, c'est pareil, j'étais tombé aussi sur alors je sais plus ce que c'était, des articles ou des bouquins qui, paraît-il que c'est assez récent, qui faisaient le pont, donc la liaison entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Alors, ce qu'on mange et ce qu'on pense, oui, il peut y avoir un lien. Ce qui est sûr, c'est que les liens entre l'alimentation et la santé mentale sont prouvés. On a des études et là, on a vraiment quelque chose qui est assis avec des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui ont déjà été faites, des revues de littérature, donc c'est-à-dire des revues qui balayent toutes les études qui ont été faites. Et on sait, et notamment chez les jeunes, qu'il y a un vrai lien entre le fast-food et la santé mentale. Donc oui, clairement, on va avoir une incidence avec des pensées qui peuvent être plus problématiques, moins fonctionnelles. En fait, en psychologie, on parle de dysfonctionnel ou de fonctionnel. Ça va être moins fonctionnel, c'est-à-dire que ça va nous limiter dans notre fonctionnement au quotidien. Et dès qu'on change d'alimentation, alors on a un bénéfice. Et c'est là où c'est assez fou. Le changement peut être assez fou. Il ne faut pas s'étendre. Donc, je reviens sur la question de tout à l'heure. Non, on n'a pas... clairement, on a des bénéfices avant 7 ans dans les études. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Clairement avant 7 ans. Okay. Ah oui, donc clairement. Ouais, clairement, je dirais même en quelques semaines, on peut avoir des bénéfices en changeant son alimentation. Alors, si on se laisse vraiment le temps de pouvoir aller étape par étape vers une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus vivante et beaucoup plus riche en fibres, en fait, c'est principalement ça, eh bien, on va avoir un réel bénéfice, ça c'est sûr. Et est-ce que ce bénéfice, il est vraiment perceptible comme ça au bout de quelques semaines? Oui, il est perceptible. Il est perceptible en termes d'énergie. Les gens me disent « Ah, mais j'ai plus d'énergie, j'ai moins de fringales. » Ah oui, 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 oui. Les comportements alimentaires ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que ce qui est très important de comprendre, c'est que la population de bactéries qu'on peut avoir dans l'intestin est en capacité certaine d'orienter nos comportements. C'est-à-dire que les bactéries vont décider de nos comportements pour se nourrir elles-mêmes. C'est là où on voit que le vivant, on est bien loin de comprendre tout le vivant. C'est clair. C'est absolument fabuleux. Ah oui, c'est clair. Mais justement, c'est pour ça que je te dis que ça serait vraiment génial qu'on nous explique tout ça, enfin, en tout cas peut-être de manière un peu plus synthétique, tu sais, le plus tôt possible, qu'on comprenne un peu tous ces mécanismes. Parce que bon, c'est pareil, j'imagine que je te l'apprends pas, mais quand tu vois ce qu'on nous donne dans les supermarchés, c'est quand même très inquiétant, quoi. C'est rempli de sucre, rempli de sel. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton point de vue justement par rapport à ça?
C'est très problématique. Je plaide vraiment pour le marché, pour l'alimentation vivante, c'est-à-dire ce qui sort de la nature et ce que l'on fait soi-même, vraiment. Parce que aujourd'hui, bon, j'entends bien le fait qu'il y ait besoin d'avoir... Au départ, cette alimentation de supermarché a été produite pour que l'on puisse maintenir les aliments plus longtemps, donc les conserver plus longtemps. Mais aujourd'hui, on en est à détruire la matrice des aliments et donc à détruire l'essence même de l'aliment et donc les bénéfices de l'aliment. Et ce qu'on appelle les aliments ultra transformés deviennent un véritable problème. Et ça, c'est le fléau à éviter. C'est-à-dire qu'il y a ces aliments ultra transformés et la présence de sucre, de glucose, de sirop de maïs aussi. Le sirop de maïs qui est très problématique dans le sens où il va épuiser le foie et on va avoir des gens qui vont avoir des stéatoses hépatiques non alcooliques, c'est-à-dire des maladies du foie sans avoir consommé d'alcool, mais leur foie va être abîmé par le fait qu'ils aient mangé trop de ce sucre, c'est surtout le sucre fructose qui devient vraiment très problématique. Mais là encore, tu vois, là encore, je trouve qu'on manque d'informations, tu vois, et pourtant, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais ce que tu viens de me dire là sur le sucre du maïs, hein, c'est ça? Oui, alors je vous recommande, il y a un bouquin, L'amère vérité sur le sucre, qui a été écrit par un scientifique et qui est vraiment très intéressant. Et il montre à quel point, alors là, on reste encore dans une problématique de lobbying, avec les lobbies du sucre qui ont fait basculer l'alimentation en étant une alimentation qui était une alimentation assez variée, riche en lipides, riche en protéines. Et alors, il y avait des glucides, mais on est venu dire attention, les lipides, c'est pas bon, ça fait grossir. Et depuis qu'on a mis le sucre en avant et depuis qu'on a remplacé les lipides par du sucre, même dans certains aliments, eh bien, on a des problématiques de régulation du poids, d'obésité qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, l'alimentation de demain, c'est vraiment une alimentation, et le grand message, c'est ça, elle doit être de type méditerranéenne. C'est vraiment ça, le modèle que l'on doit suivre. Et ce n'est pas un modèle compliqué, c'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui a fait ses preuves, et c'est un modèle qui est joyeux, qui est gai, qui est ensoleillé, et qui fait beaucoup de bien au corps, parce que le corps a besoin de ces nutriments-là. Beaucoup d'huile, plutôt des poissons, plutôt des éléments qui apportent des nutriments, des vrais nutriments au corps. On doit passer d'une alimentation qui est aujourd'hui principalement calorique, mais avec des nutriments, mais vide de nutriments, à une alimentation qui doit être riche en nutriments et pas forcément calorique. Oui, mais alors là justement tu parles de poisson, donc poisson pour moi ça fait écho aussi avec la viande, donc viande tout confondu, et là je trouve qu'il y a un vrai souci, c'est que alors moi je suis pas forcément pour dire arrêtez de manger de la viande, arrêtez de manger du poisson, tu vois, vraiment pas. Mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est que ce qu'on nous donne, c'est-à-dire ce que tu peux trouver, tu vois, même chez ton boucher, quoi, qui est pas très loin de chez toi, c'est pas des bons produits. Donc moi je serais plutôt ok, tu vois, d'aller voir, je sais pas moi, le gars qui est à 30 km de Montpellier, qui fait très attention à ses poulets, qui les nourrit bien, parce que là je sais en fait que j'aurai de la bonne viande, quoi, on va dire, mais j'ai pas du tout envie de prendre de la viande du supermarché et même du boucher qui est à côté de chez moi. Ouais. Oui. Bon, moi, j'ai un profil flexitarien, donc j'accepte aussi de manger de la viande et du poisson en quantité raisonnable, mais effectivement en choisissant. Je suis très sensible à la cause paysanne. Mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs et donc j'ai connu ce que c'est. J'ai connu aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer avec l'évolution, notamment l'évolution agroalimentaire liée à l'agroalimentation. Et donc, c'est sûr que quand on revient à la terre et à ce que la terre peut nous apporter, y compris via les animaux, mais avec une pratique respectueuse, eh bien, on se fait du bien à soi, mais on fait aussi du bien à la terre. J'aime beaucoup cette notion, tu vois, quand on parle d'intestin, très important, ces bactéries de l'intestin, parce que les bactéries de l'intestin, on a davantage de bactéries dans l'intestin qu'on a de cellules dans notre corps. Et donc, imaginer qu'elles n'ont aucune incidence, c'est une pure hérésie. Et ces bactéries-là sont des bactéries qui sont même en communication directe. Elles ont le même, elles ne sont pas en communication directe, c'est pas vrai. Elles ont le même mode de communication que des petites mitochondries qu'on trouve dans toutes les cellules de notre corps.
Et donc, ce monde bactérien a vraiment une importance capitale pour nous. Et ce monde bactérien, c'est aussi celui qu'on retrouve dans notre environnement. Et donc, quand on tue la biodiversité autour de soi, on tue la biodiversité qui va participer à la biodiversité et à la diversité de nos bactéries intestinales. Et on sait de sources sûres, là, les études l'ont montré, que la diversité de la population bactérienne dans l'intestin était un indicateur de santé. Ah oui, Et ça m'étonne aujourd'hui, pas. on doit vraiment chercher à augmenter cette diversité bactérienne et notamment en consommant plus de fruits et de légumes. Oui, enfin, c'est extrêmement logique parce que ça part aussi quelque part, je trouve, en filigrane, hein, qu'on est tous interconnectés, on fait tous partie d'un tout. Donc, tu vois, bah oui, tu respectes les plantes, tu respectes les animaux, tu respectes les êtres humains, tu fais attention globalement. Bah, en fait, tu fais attention à tout le monde, tu fais attention au collectif. Et donc, à toi aussi, forcément, quoi. Et ça rejoint mon idée, tu sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Où en fait, dans ce livre, je reviens à ce que j'appelle moi les fondamentaux, dont l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, pratiquer des exercices de relaxation, qui me semblent vraiment, bah, une fois de plus, ouais, les fondamentaux pour être bien dans sa tête et pour être bien dans son corps, tout simplement. Tu vois, sans artifice extérieur, etc. Et là encore, je trouve que les gens ont complètement oublié, tu vois, de revenir à ces fondamentaux. Notamment, je sais pas, pour le mouvement dans notre vie, par exemple, où on est dans des sociétés ultra sédentaires, il n'y a plus de mouvement dans notre vie. Est-ce que c'est des choses que tu abordes, toi aussi? Oui, oui, absolument. Bah, alors, je fais des consultations, effectivement, des consultations uniquement en ligne, hein, parce que je dois consacrer beaucoup de temps à la recherche et à l'enseignement. Donc, j'ai préféré ce mode-là, qui est vraiment un mode qui me permet de pouvoir être avec les gens où que je sois. Et alors, oui, on aborde toujours l'activité physique, on aborde toujours l'alimentation, on aborde aussi parfois les compléments alimentaires, parce que si dans l'alimentation, il est compliqué de faire, de faire entrer certains aliments, alors il est intéressant de pouvoir aller chercher des compléments alimentaires qui vont nous les apporter, le temps qu'on puisse s'habituer et aller vers une alimentation qui soit plus diversifiée et qu'on puisse aller vers un mode de fonctionnement durable. Parce que quand je te disais au départ que mon thème, c'est la réserve cognitive, c'est vraiment quelque chose qui se construit durant toute la vie. Et donc, l'objectif, c'est d'aller vers les bonnes habitudes de vie qui vont nous permettre d'être en meilleure santé possible. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment très nouveau, même en micronutrition, quand on regarde cette nouvelle science, c'est qu'on part vers une alimentation qui est, même une prise en charge qui est personnalisée, qui est participative, c'est qu'on demande à la personne de participer. La personne devient acteur. Et ensuite, on va aller principalement vers des... alors on va dire un soutien au fonctionnement global de l'organisme et notamment un soutien à ces fameuses petites mitochondries dont j'ai parlé tout à l'heure. Je sais que c'est des mots un peu scientifiques, hein, mais on en entendra parler demain, c'est une évidence. C'est une évidence. Elle est tellement au cœur de notre santé qu'on en entendra parler, c'est sûr. Est-ce que tu as un profil type des personnes qui te consultent ou c'est vraiment monsieur et madame tout le monde? Alors, c'est toujours ma spécialité. Je suis pas bonne en tout, hein, donc on peut pas. Plus on avance dans la science, plus on se rend compte que ce que l'on sait, c'est c'est vraiment une toute petite partie de l'immensité des connaissances. Et donc moi, vraiment là où je peux aider le plus les gens, c'est sur la connexion alimentation et santé mentale. C'est vraiment, même, en fait, c'est la santé mentale positive globalement. Et pour ça, j'ai différents outils qui me permettent de pouvoir le faire. Je fais aussi des formations premiers secours en santé mentale. Donc là, c'est pour apprendre à aider des gens qui peuvent être en difficulté. Et puis ensuite, je travaille vraiment sur la santé mentale positive. Je ne suis pas psychologue, mais malgré le fait que je sois docteur en psychologie, il faut bien comprendre que je ne suis pas psychologue parce que je ne fais pas de thérapie. Mon objectif n'est pas d'accompagner les gens en thérapie. Pour ça, il y a des psychologues qui font très bien leur travail. Moi, j'apporte davantage du conseil et je fais le lien entre la science et le vécu pour donner aux gens vraiment les meilleurs conseils qui puissent être prodigués en l'état actuel des connaissances de la science et je dirais, des associations que je peux faire aussi dans mon cerveau un peu avec cette notion d'intuition dont tu parlais aussi tout à l'heure, Oui, qui est importante. Hein. mais Voilà. complètement. Alors, mais pour moi, elle est même déterminante. Et justement, tu vois. Oui, mais je disais, pour répondre globalement, si vous avez des troubles digestifs avec des troubles émotionnels en même temps, là, je peux être la bonne personne.
Oui, bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur l'intuition parce que c'est un sujet justement qui me passionne et notamment, moi, je pense que quand on met en place justement ce dont on vient de parler, l'alimentation, sport, sommeil, nature, etc., justement, on est beaucoup plus connecté à notre intuition. Et Ouais, ouais. j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque part notre meilleur guide, tu sais, dans la vie. Ouais, on est d'accord. Oui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on peut se dire: «Ah mais j'ai besoin de ça à manger et j'ai besoin, de manger des légumes, j'ai besoin de manger de la viande, peut-être parce qu'on a besoin de fer, j'ai besoin de». Là où on peut se méfier, c'est j'ai besoin de sucre. C'est probablement que le sucre n'est pas le réel besoin et qu'il faut aller chercher le réel besoin derrière le besoin de sucre et c'est souvent émotionnel, mais après ça se règle, hein, mais c'est bien aussi de prendre conscience de son réel besoin. Mais oui, c'est ça, ouais. C'est, on en revient encore à ce fameux adage, tu sais, d'écouter son corps et d'être vraiment attentif à Mmh. tous ces signaux et notamment dès qu'on commence à avoir des mots, les 1ers mots, tu sais, je sais pas moi, tu as mal à l'intestin, tu as mal au foie, tu commences à avoir, je sais pas, de l'eczéma, par exemple. C'est tout le temps, en fait, des indicateurs et qui, Mmh. quand même, quand tu regardes bien, sont toujours quelque part un peu connectés justement à notre alimentation. Mmh, mmh, mmh. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir avec des gens, en suivi, c'est, parfois avec des enfants qui, peuvent refuser tout aliment, de type, aliments, légumes, fruits, aussi le fait d'avoir des difficultés à pouvoir, prendre des aliments solides aussi, c'est-à-dire qu'on veut bien manger de la purée, de légumes et dès qu'il s'agit de manger le légume, alors ça fonctionne pas. Donc là, avec, donc des schémas cognitifs différents, travailler sur les schémas, eh bien très rapidement on peut avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et puis clairement c'est le lien entre fatigue, concentration, troubles émotionnels et troubles digestifs. Là, c'est Ah souvent oui, ça. c'est clair. Est-ce que tu as écrit des livres? Oui, j'ai Le Beau Bien Bon. Alors, il est plus diffusé. C'est bon, alors ouais, Le Beau Bien Bon, non, alors il y a Le Beau Bien Bon, il existe le format poche, Programmez votre cerveau pour le bonheur et je suis en train de le réécrire et alors j'ai reçu donc j'ai pu récupérer les droits d'édition et là maintenant il faut juste que je retrouve un éditeur pour pouvoir, le rééditer et je vais essayer d'en faire une version augmentée en tenant compte de l'évolution parce que j'avais écrit ça pendant ma thèse et donc j'étais disponible sans vraiment être disponible pour pouvoir, l'écrire, mais j'avais répondu à une demande, donc je l'avais fait et maintenant j'aimerais pouvoir écrire quelque chose qui puisse être, plus complet et qui puisse tenir compte de ce que j'ai appris, depuis. Mmh. C'est prévu là pour 2024? Oui, alors ce sera 2024 ou 2025, mais ça fait partie, oui, des objectifs que j'ai, oui. Mmh. Le beau, Ah, le mais bien, le bon, alors ça, juste pour en donner quand même quelques alors il y a un podcast, Ma dose de beau, bien bon, si jamais vous êtes intéressés. C'est un podcast de groupe de partage. Alors moi, j'aime bien faire parler les gens. Ça fait vraiment partie je trouve qu'il y a une telle richesse dans ce que les gens peuvent raconter de leur quotidien, mais n'importe qui. C'est-à-dire que mon voisin, ma voisine, les gens de tout le monde a quelque chose à raconter et dans le parler moi je ne choisis pas des vrais gens quelque part, c'est-à-dire les gens de la vie de tous les jours, eh bien, il y a des choses qui sont absolument incroyables et alors le beau, qu'est-ce que c'est? C'est cette connexion à notre environnement et à ce qui nous dépasse, donc à ce qui est beau dans le sens, sublime et donc là, moi, je fais vraiment le lien avec les neurotransmetteurs et davantage la dopamine. Donc la dopamine qui nous dope. Le bien, c'est davantage en lien avec un neurotransmetteur qui est plus inhibiteur, c'est la sérotonine. Et là, ça nous ramène plus à nos valeurs, plus à ce qui nous ancre en terre, plus à ce qui nous ramène à une forme d'apaisement et de bien-être eudémonique, on dit en psychologie positive, c'est-à-dire durable. Et puis derrière, il y a le bon qui est le bon comme un bon cœur, c'est-à-dire la relation à l'autre. Et là, c'est 3 dimensions, donc avoir des relations positives et nourrir des relations positives par ses comportements, eh bien, ce sont les 3 dimensions qui, je pense, sont capitales. C'est à la fois cette connexion à l'environnement à travers le beau, cet alignement avec soi-même à travers le bien et cette relation à l'autre à travers le bon. Et je fais le lien avec les forces de caractère de Martin Seligman en psychologie positive. Et donc, quand on regarde bien, ces forces peuvent se répartir assez équitablement en beau, en bien et en bon. Et ensuite, on peut choisir de développer chacune des dimensions à travers le développement des forces.
Oui, et ça rejoint une étude, tu sais, d'Harvard qui a été menée pendant 75 ans autour du bonheur, où ils ont suivi pendant 75 ans tout un groupe. Et ce qui est ressorti notamment pour l'élément, on va dire, principal pour tendre vers le bonheur, ça serait justement le lien social, donc tu en parlais. Et donc, bien évidemment, et je suis content que tu parles de beauté parce que je trouve que justement, on est dans une société où les gens n'accordent plus d'importance à la beauté. Et pour moi, il y a une vraie connexion entre même beauté et amour. Tu sais, je trouve vraiment les deux sont interconnectés. Moi, dans tout ce que je fais, à titre perso et professionnel, j'essaye de faire du mieux que je peux pour mettre de la beauté et de l'amour, tu vois, dedans. Parce que oui, ça me paraît quelque part un peu vital, tu sais, pour notre équilibre personnel. Oui, 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 oui. Et je plaide pour sauver la beauté. Ça peut être. Non, ouais, c'est tout bête, mais j'entendais hier dans une radio qu'on allait mettre des éoliennes dans un champ, alors un parc aquatique. Et je me dis, mais et l'horizon? Et l'horizon? Et enfin, quelque part, ça me fait très peur parce que quand on voit la tonne de béton dont on a besoin voilà, pour mettre en place ces éoliennes, mon conjoint habite dans le Nord et dans le Nord, Pas-de-Calais, chez les Ch'tis, eh bien, en fait, il y a eu tout un parc éolien qui a été mis en place et c'est vrai que ça me fait du mal, en fait, de voir ce beau paysage cassé en me disant, mais je travaille, tu vois, quand on travaille sur les réserves cognitives, on travaille sur quelque chose de très, très, très durable. C'est-à-dire qu'on travaille de début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment de la vie? Voilà, ce qui s'est passé à un moment de la vie va avoir une incidence beaucoup plus loin et beaucoup plus tard. Et donc, cette vision à long terme, elle est extrêmement importante. Et je trouve que ça aussi, c'est très important pour le bonheur. D'avoir une vision à long terme et de se dire ce que je pose comme acte aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'en sera-t-il auprès des générations aussi suivantes? Et ça, c'est important. Je suis d'accord. J'imagine que tu as dû étudier les zones bleues dans le monde. Oui, les zones bleues sont des zones, ces fameuses zones où vivent les centenaires. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on trouve les composantes qui sont celles des facteurs de réserve cognitive avec le fait qu'il y ait peu de stress. Hein. Et puis, alors, le peu de stress, il est tout nouveau dans les facteurs. Hein. Les facteurs, c'est principalement les activités physiques, alimentation et puis activités de loisirs aussi. Hein. Donc ça, c'est aussi ce que j'étudie. Alors, si jamais vous êtes alors, c'est important parce que j'ai lancé un programme de recherche qui s'appelle Préserve. Et ce programme de recherche étudie donc, le vécu des gens pour comprendre à travers le vécu des gens quels sont les facteurs de réserve cognitive. Et donc, si vous souhaitez participer, c'est juste une interview anonyme d'1 heure qui est ensuite utilisée par les étudiants pour pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui vous amènent à bien vivre votre âge et à mieux anticiper aussi la suite. Eh bien, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon Bien sûr, mail. j'allais t'en parler. Ah super, donc c'est eli.grimaud, gmail.com. Tant qu'on y est, est-ce qu'on te retrouve aussi sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux? J'avais arrêté parce que j'ai pas le temps en fait. Donc Facebook, Instagram, non. Vous me trouverez principalement sur LinkedIn. Et comme ça, j'ai qu'un canal et c'est vrai que comme c'est le canal qui me permet de pouvoir donner des informations, je reste quand même une scientifique, donc j'aime bien donner des informations scientifiques et je trouve que c'est le canal qui accepte le mieux ces informations et Oui. donc voilà, maintenant je peux expliquer derrière si en commentaire il y a des choses qui ne sont pas comprises, je peux les expliquer. Hein. Et si on tape Elisabeth Grimaud dans un moteur de recherche, on tombe sur un site? Ouais. Elisabeth-grimaud.com, vous tombez sur mon site où là vous pouvez prendre alors des rendez-vous aussi puisque je suis sur créneau libre et donc moi je ne suis pas médecin, ça c'est un point important, hein. Je suis docteur en psychologie donc j'ai une filière universitaire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue mais par contre je fais du conseil et de l'information et donc en fonction je peux faire un bilan, une évaluation et ensuite proposer quelques rendez-vous. En général je ne dépasse pas les 4-5 rendez-vous, on ne dépasse pas ça pour pouvoir régler le problème. D'accord. Tu parlais aussi tout à l'heure en off, on parlait du congrès Innovation en Éducation, tu sais, qu'on organise, et tu disais que tu avais un site qui s'appelle encéphale.com. Oui, alors encéphale, ça c'est, comme je travaille sur les facteurs de réserve cognitive, un des facteurs de réserve cognitive que j'ai commencé à travailler
il y a de ça maintenant plus de 10 ans, c'est les activités de loisirs. Et la pratique d'activités de loisirs chez les enfants toute la vie et chez les adultes, eh bien, participe à aider au fonctionnement optimal des gens. Et donc là, j'ai créé Encéphale, ça c'était il y a 10 ans, ça veut dire entraînement cérébral facilité par les activités de loisirs. L'objectif, c'est avec les jeux et les activités de loisirs, on peut entraîner son cerveau pour qu'il continue à fonctionner le plus longtemps possible. Et pour ça, j'ai formé tout un tas de personnes qui pratiquent la méthode Encéphale avec les enfants, avec les adultes, en entreprise. On fait des Lego en entreprise. Donc, on mixe les Lego et la psychologie positive. Et puis aussi, chez les âgés, on a des ateliers seniors. Et puis, chez les enfants, c'est principalement de l'accompagnement, du soutien à l'apprentissage pour soutenir les fonctions qui aident à l'apprentissage. Mais quand on regarde alimentation, activité de loisirs, mais même l'alimentation peut aider à soutenir l'apprentissage. Parce que quand on a une alimentation, je prends juste un exemple tout bête. Ça, c'est vraiment un petit tips, une astuce qui fonctionne bien, c'est arrêter les petits déjeuners sucrés. Oui. Et passer à des petits déjeuners qui contiennent moins de sucre, qui contiennent des protéines, des lipides, mais un peu moins de sucre. Eh bien, on va avoir une meilleure concentration, une meilleure attention. Et j'ai donné ce conseil il y a peu de temps encore à une maman et elle me dit, mais c'est vrai qu'il y a moins de fringales dans la matinée, il n'y a plus besoin du goûter, enfin de la collation dans la matinée parce que le petit déjeuner, il est plus complet. Merci Elisabeth, je vois que le temps file. Écoute, je crois qu'on a bien compris, on tape Elisabeth Grimaud et on tombera facilement sur ton site. Oui, voilà. Ouais. J'ai mis en commentaire le site internet Encéphale. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, Encéphale, c'est encefal.com. Ouais. Et puis on peut te retrouver aussi sur LinkedIn. C'est passionnant. Une fois de plus, pour moi, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, l'alimentation. Et c'est chouette, je trouve, d'avoir un docteur, un chercheur, tu vois, qui fait vraiment le lien entre le cerveau et l'alimentation. Et notamment, je trouve que tu démocratise, tu sais, un peu la parole. Je trouve que c'est simple, en fait, de t'écouter, quoi. Donc, c'est top. Mais tu sais, ma mère, mes grands-parents sont agriculteurs. Ma mère était aide-soignante et j'ai eu la chance de faire énormément d'études et elle me disait des fois, mais c'est super ce que tu fais, mais je comprends pas tout. Et pourtant, elle est très intelligente, mais elle n'avait pas le même vocabulaire. Et je me suis dit, mais elle va comprendre tout ce que je lui dis si je lui parle avec des mots qu'elle comprend. Et effectivement, elle a tout compris. Je pense qu'en fait, c'est ça, les gens sont intelligents si on leur explique avec des mots qu'ils comprennent. Bien évidemment. Mais ouais. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour cet échange. Merci coup, nous, à toi pour cette invitation et cette générosité. Avec joie. Nous, on se retrouve après. Je reviendrai vers toi, du coup, pour le congrès Innovation en Éducation. Avec plaisir. Avec plaisir. Passe une belle journée et à très, très vite. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Et voilà, les amis, c'était Elisabeth Grimaud. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant d'écouter des gens passionnés. Je vous rappelle que on organise un week-end du 2 au 4 août. Le week-end C'est quoi le bonheur pour vous? Un week-end immersif où justement on va aborder tous ces mécanismes, tous ces fondamentaux. Sommeil, sport, énergie, nature, relaxation. Parce que, comme on l'a compris dans cet échange, c'est vraiment les bases fondamentales pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête. Je serai entouré de David Tan, Alexandre Antonenko et donc moi. Et pendant ces 2 jours, on va vous accompagner et vous guider. C'est réservé à 148 personnes précisément. Et vous pouvez vous inscrire sur le site c'estquoilebonheur.fr. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que j'ai écrit un livre, C'est quoi le bonheur pour vous, qui parle de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui et qui peut justement et qui est là pour vous guider. Vous êtes déjà plus de 5000 personnes à avoir acheté le livre depuis sa sortie le 1er juin. Merci beaucoup pour tous vos messages. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Je vois que le livre est impactant et vous aide. Donc, un grand merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Une très belle après-midi ou une très belle journée ou une très belle soirée au moment où vous allez écouter ou regarder ce live. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.